Bonjour, nous avons passé les derniers épisodes à parler du déterminant et en particulier de ses propriétés. Une propriété que l'on pourrait mentionner par exemple, qui est intéressante, c'est que le déterminant est nul si et seulement si le parallélotope engendré par les vecteurs est de volume nul, c'est-à-dire qu'il est écrasé sur un sous-espace. Comme il est écrasé sur un sous-espace, ça veut dire que les vecteurs sont liés entre eux. Sinon, ils formeraient une base et le déterminant donc serait non nul. Donc ça c'est aussi quelque chose d'amusant, hein. Le déterminant forme une base, des vecteurs forment une base si et seulement si leur déterminant est non nul. Donc maintenant on peut se poser la question, oui mais qu'est-ce qui se passe s'il me manque des vecteurs? On aimerait quand même savoir si on a bien des vecteurs libres, si on a une famille libre même si elle n'est pas une base. Déjà par exemple pour deux vecteurs en dimension 3. Et de façon plus générale pour n-1 vecteurs en dimension n. Donc s'il nous manque un vecteur, que faisons-nous? Alors il y a une méthode, hein, c'est le produit vectoriel. Alors le déterminant, qui nécessite n vecteurs en dimension n, eh bien, le produit vectoriel nécessitera n-1 vecteurs en dimension n, c'est-à-dire c'est un objet, c'est un déterminant incomplet. Il manque un vecteur. Alors pour commencer, imaginons, développons un déterminant en dimension 2. Là, on a un vecteur U et un vecteur générique x, y ici, et si on le développe, on sait le faire, hein, ça nous donne cette formule-là, moins U2 fois x plus U1 fois y. Même chose pour la dimension 3, on sait le développer, là je le développe par rapport à la dernière colonne, donc plus, moins, plus, hein, ce sera plus x, moins y fois un sous-déterminant, plus z fois un sous-déterminant, donc d'où ces signes-là. Et puis les coefficients, c'est les sous-déterminants, donc U2V2, U3V3 pour X, moins, à cause du changement de signe, U1V1, V3, U3V3 pour Y, et V1, U1V1, U2V2 pour Z. On remarque la chose suivante, c'est que toutes ces écritures font penser à un produit scalaire, c'est-à-dire, ce sont vraiment des produits scalaires, mais avec des vecteurs un peu particuliers. Donc on va faire cette définition-là du produit vectoriel. En fait, on va prendre un vecteur générique pour compléter la famille. C'est-à-dire, on prend une famille, U1 jusqu'à UN-1, de n-1 vecteurs, donc dans Vn. Le produit vectoriel, c'est le vecteur qui permet d'écrire ce déterminant, avec un vecteur quelconque V, comme un produit scalaire. Donc le produit vectoriel de la famille, c'est le vecteur qui, faisant le produit scalaire avec n'importe quel vecteur V, donne le déterminant de U1 jusqu'à UN-1 jusqu'à ensuite V. Donc le déterminant de ces n vecteurs-là. On ajoute ce vecteur V générique et le produit vectoriel, c'est celui qui transforme ce déterminant en produit scalaire. Alors en dimension 2, si on regarde bien la formule qui est à gauche, ça devrait être, pour un vecteur AB, le produit vectoriel devrait être moins BA. C'est notre vecteur U perpendiculaire. Donc le produit vectoriel en dimension 2, c'est U perp. Très gentil vecteur, qui est toujours perpendiculaire à U, qui a la même norme que U et qui forme un repère positivement orienté avec U si U est non nul. En dimension 3, on obtient cette formule qui est un peu plus difficile, mais qui est donc les sous-déterminants. Et puis c'est exactement la copie de ce qui est à gauche. En dimension 3, d'ailleurs, on prend donc deux vecteurs en dimension 3 et on peut du coup justifier un peu le nom de produit. Et ce serait même un vrai produit, puisqu'il va bien de l'espace vectoriel de dimension 3, on prend deux vecteurs en dimension 3 et il donne un vecteur en dimension 3. Donc, mais ce ne serait un vrai produit dans ce sens-là que en dimension 3. En dimension 2, c'est pas un produit. En dimension 3, c'est un produit. En dimension supérieure, c'est plus un produit. Parce qu'il prend 3 vecteurs en dimension 4, 4 vecteurs en dimension 5, etc. Alors les notations, il y a beaucoup de notations différentes du produit vectoriel. Il y a cette notation-là qui fait penser en fait, qui vient du produit extérieur. Il y a une théorie derrière qui est un peu plus
profonde et qui définit le produit extérieur de deux vecteurs. On trouve aussi la notation cross. D'ailleurs, même si on utilise généralement cette première notation, on dit en anglais cross product, donc produit en croix, produit croix. Donc ça c'est une notation usuelle, très usuelle, qu'on trouve souvent, disons, en géométrie, et ça c'est plutôt de l'analyse, et ça c'est plutôt de la géométrie, mais ça dépend. Puis ici on trouve aussi une notation avec en odd times, une croix entourée, très mauvaise notation, enfin très mauvaise, ça dépend, non, c'est une bonne notation, mais elle est un peu mauvaise parce qu'elle fait croire ce qu'elle ne fait pas croire. Il y a une notion qui s'appelle le produit tensoriel qui est très lié au produit vectoriel, mais qui n'est pas exactement ça, et utiliser cette notation est dangereux, mais on la rencontre de temps en temps, c'est pour ça que je la mentionne, à éviter ces dernières. Les deux premières notations sont très bien. Bon, remettons un peu d'ordre maintenant. Donc j'ai posé la définition et on va voir les propriétés. Alors le produit vectoriel, c'est une application qui prend n-1 vecteurs. Elle est multilinéaire alternée, c'est-à-dire, donc elle est multilinéaire et alternée, c'est-à-dire qu'elle est linéaire en chaque variable, et si deux vecteurs sont égaux, le produit vectoriel est nul. Et en fait, à cause de ça aussi, l'échange de deux vecteurs quelconques change juste le signe du produit vectoriel. Donc quand on croise deux vecteurs, on change le signe. Alors pourquoi toutes ces propriétés qui ressemblent furieusement aux propriétés du déterminant? Parce qu'elles en découlent immédiatement. Ce sont les propriétés du déterminant qui sont héritées par le produit vectoriel. Alors, un petit ajout à ça, il faut utiliser la propriété suivante lors de la démonstration, c'est que si on a deux vecteurs u et v, tels que le produit scalaire entre u et w et v et w est égal, quel que soit le w, à ce moment-là, ça revient à dire que u est égal à v. Donc on a une équivalence entre être en fait, avoir toujours le même produit scalaire et être égal. Alors pour ça, il y a plein de démonstrations différentes. Vous pouvez prendre à la place de W les vecteurs de base qui vous disent que les vecteurs sont égaux composante par composante. On peut aussi transformer cette application et dire que le produit scalaire entre U moins V d'une part et W doit être nul, quel que soit W. Et ça n'est possible que si U moins V est le vecteur nul, donc si U égale V. En particulier, on peut prendre par exemple U moins V, produit scalaire U moins V, qui est le carré de la norme de U moins V, et si ça doit être nul, ça veut dire que U moins V est le vecteur nul. Alors la preuve, on utilise donc ces deux propriétés-là, les propriétés du déterminant et cette propriété du produit scalaire. Et la preuve, je la mets juste là, vous pouvez faire une pause si vous voulez pour vérifier que ça fonctionne. C'est la preuve des trois propriétés. C'est pas la peine de regarder je vais pas m'appesantir dessus, simplement c'est vraiment les propriétés du déterminant associées à cette propriété du produit scalaire qui permet d'avoir l'égalité. Les propriétés du produit vectoriel. Alors, d'autres propriétés qui sont plus intéressantes, et pensez à U perp, à U perpendiculaire en dimension 2, c'est exactement ces propriétés-là qui vont nous arriver. Alors, première propriété, le produit vectoriel est toujours perpendiculaire à chacun des vecteurs de la famille. C'est ce qu'on s'attendait avec U perp. U perp est perpendiculaire à U, et donc c'est la même chose ici. Deuxième propriété, si on a nos n-1 vecteurs et que leur famille est liée, alors le produit vectoriel est nul. Et réciproquement, si le produit vectoriel est nul, la famille est liée. Donc en particulier, si on a une famille libre de n-1 vecteurs et qu'on ajoute le produit vectoriel, alors ça nous donne une base positivement orientée. Ceci est à rapprocher donc de U perp qui avait exactement cette propriété-là. Et puis là, la propriété 2, pendant qu'on y est pour U perp est nul, en fait, si et seulement si U est nul. C'est juste ça. Et puis une famille liée en dimension 1 de 1 vecteur, une famille de 1 vecteur qui est liée, c'est être le vecteur nul. Dernière propriété,
la norme du produit vectoriel, c'est un hypervolume d'un parallélotope dont la base c'est ce qui est engendré par la famille, hein, et la hauteur est 1. Donc réfléchir, je répète un petit peu, hein. Donc on a notre famille de n-1 vecteurs. Prenons en dimension 3, on a une famille de 2 vecteurs en dimension 3, ils engendrent un parallélogramme, et ce parallélogramme, si je lui ajoute un vecteur, une hauteur 1, si on veut, qui est perpendiculaire au parallélogramme, et qui vaut 1, ben on obtient un parallélépipède. Et l'hypervolume de ce parallélépipède, c'est la norme du produit vectoriel. Mais base fois hauteur, c'est le volume, donc ça veut dire que l'aire de la base fois 1, c'est la norme du produit vectoriel. Donc la norme du produit vectoriel, c'est juste l'aire de la base. Voilà, puis en dimension quelconque, c'est exactement la même chose. On obtient ainsi une notion d'hyper-aire, une généralisation de la notion d'aire en dimension quelconque. Donc on est capable, comme ça, si on appliquait ça en dimension 2, la norme du produit vectoriel mesurerait des longueurs, et c'est le cas, la norme de U-perp, c'est la norme de U, c'est la même chose. En dimension 3, la norme du produit vectoriel de 2 vecteurs, c'est l'aire de ce qui est engendré par ces 2 vecteurs, du parallélogramme engendré. Et en dimension supérieure, ben, ce sont des généralisations de la notion d'aire, c'est la grandeur où il manque une dimension. Alors, démonstration de ces propriétés. La première, extrêmement facile, hein, on prend le produit scalaire entre le produit vectoriel et le vecteur UI, et ça nous fait un déterminant de la famille U1, UN-1, avec UI en plus, mais UI, il est déjà dans la famille, donc il y a 2 vecteurs égaux, et le déterminant est nul. Ce qui veut dire que le produit scalaire entre le produit vectoriel et UI étant nul, le produit vectoriel est orthogonal à UI. Et ça, c'est valable pour tous les I, donc ça marche tout le temps. Deuxième propriété, donc on prend une famille liée. Alors le produit vectoriel entre cette famille, entre le produit scalaire entre le produit vectoriel de cette famille et le vecteur V, c'est le déterminant de ces vecteurs, ici U1, UN-1, V, et c'est nul car la famille F étant liée, ben j'ai beau lui ajouter n'importe quel vecteur, elle est encore liée, donc elle va rester liée, donc son déterminant sera 0. Donc ça veut dire que le produit vectoriel, comme le produit vectoriel est orthogonal à tout vecteur, hein, le déterminant est toujours nul, donc le produit scalaire est toujours nul, PV, le produit vectoriel doit être le vecteur nul, c'est le seul vecteur qui est perpendiculaire à tout autre vecteur. J'ai oublié une flèche ici, si jamais. Réciproquement, si le produit vectoriel est nul, alors la famille auquel j'ajoute un vecteur V est toujours une famille liée. Hein, pour la même raison, le déterminant est nul en fait. Et être une famille toujours liée, hein, quel que soit le vecteur que j'ajoute, c'est donc une famille impossible à compléter en une base. Et une famille qu'on ne peut pas compléter pour en faire une base, ben, ça n'est pas une famille libre. Parce qu'une famille libre, on peut toujours la compléter en une base. Donc, ça veut dire que la famille F est liée. Troisième propriété, on va voir que c'est que donc si la famille est libre, à ce moment-là, en ajoutant le produit vectoriel dans cet ordre, on obtient une base positivement orientée. Alors c'est très facile parce que on n'a qu'à utiliser le produit vectoriel lui-même comme vecteur à la place du vecteur générique. Donc le déterminant de U1, UN-1, PV, c'est donc le produit scalaire entre PV et PV. Mais ça, c'est la norme de PV au carré. Et c'est donc un nombre strictement positif parce que le produit vectoriel est non nul. Et avoir un déterminant strictement positif, ça veut dire que c'est libre. Il y a le bon nombre de vecteurs, c'est une base. Et le déterminant est positif, ça veut dire que c'est positivement orienté. Hein, c'est le déterminant qui donne l'orientation, son signe. Finalement, alors on prend cette
imaginez ce parallélépipède en dimension 3, qui est constitué d'une base engendrée par deux vecteurs et d'une hauteur, c'est-à-dire un vecteur qui est perpendiculaire à la base et qui est de norme 1. Donc, par ce qui précède, on peut choisir ce vecteur, c'est le vecteur unitarisé, unitaire, disons, qui est basé sur le produit vectoriel. Donc, je prends le produit vectoriel et je le divise par sa norme. Donc ça, c'est la bonne hauteur de ce parallélogramme. Le volume est donné par le déterminant. Et bon, maintenant, on sort la division par la norme, puisque ça, c'est PV divisé par sa norme. Donc ça, je sors l'inverse de la norme devant. Et il me reste le déterminant de U1 UN jusqu'à PV. Maintenant, ça, on vient de voir tout à l'heure, c'est le carré de la norme de PV. Donc ça veut dire qu'on a 1 sur la norme de PV fois le carré de la norme de PV. Une petite simplification, il sort la norme de PV. Donc le volume de cet objet-là est vraiment la norme de PV. Et donc on a défini une notion d'air. Deux propriétés en dimension 3 qui ne fonctionnent que là, en fait. C'est la première, c'est que la norme du produit vectoriel, donc je le note comme ça en dimension 3, c'est en fait l'air. Et l'air, on a une formule pour l'air, une formule qui marche pour tous les parallélogrammes, c'est le produit des normes fois le sinus de l'angle entre eux. Alors il faut en prendre la valeur absolue parce qu'il n'y a pas d'orientation des faces. Si on n'a que deux vecteurs, on ne peut pas dire s'ils sont bien ou mal orientés. C'est quand on introduit un troisième vecteur, par exemple le produit vectoriel, qui permet de dire si c'est bien orienté, donc il faut prendre la valeur absolue du sinus. Donc chose qui est totalement liée à la notion de déterminant. Si on revient au déterminant, on avait cette même formule pour le déterminant en dimension 2. Et bien on a encore cette formule en dimension 3, c'est cette fois-ci le produit vectoriel en dimension 3. Notez bien que ça nous donne une idée pour essayer de généraliser la notion de sinus d'un angle qui serait un angle plus solide. Même chose avec le déterminant. On peut essayer de généraliser pour des notions d'angle avec cette formule-là. Maintenant, une deuxième propriété en dimension 3, c'est le test de collinéarité. Si deux vecteurs sont collinaires, alors leur produit vectoriel est nul. Ça, c'est facile. Et réciproquement, si le produit vectoriel est nul, nos deux vecteurs sont liés entre eux, c'est-à-dire collinaires. Parce qu'être lié, c'est être collinaire en dimension 3. Pour deux vecteurs. Donc ça, en fait, c'est une traduction juste valable en dimension 3, mais en fait, c'est toujours le cas en dimension quelconque. C'est la propriété 2. La famille est liée si et seulement si le produit vectoriel est le vecteur nul. Maintenant, prenons un exemple. Ici, j'ai pris donc deux vecteurs. Voilà, j'ai pris donc deux vecteurs, U et V, en dimension 3, et on peut calculer leur produit vectoriel. Ceci. Donc là, on a U en rouge, V en vert, et en noir, c'est le produit vectoriel, il est perpendiculaire aux deux. Et puis, maintenant, on peut calculer différentes choses. On sait calculer, par exemple, le produit scalaire. On veut voir qu'ils sont perpendiculaires aux deux. On n'a qu'à faire le produit scalaire. Voilà, dans les deux cas, ça donne 0, donc c'est juste. On peut calculer sa norme, et sa norme, c'est 2. Et si je demande, dans le cas GeoGebra, le programme que j'utilise pour faire ça, de me calculer l'aire du parallélogramme, de la base, de ce qui est engendré par U et V, ici, ce petit parallélogramme ici en brun, et on trouve aussi 2. Alors, c'est pas une preuve, parce que GeoGebra doit certainement utiliser le produit vectoriel pour faire ce calcul, mais je ne sais pas. Et on peut calculer ça différemment, on regarde on demande à GeoGebra quel est l'angle entre les vecteurs, il me dit que c'est un angle droit, et là, si on fait le produit des normes fois le sinus de cet angle, on trouve finalement 2. Voilà, donc ça fonctionne. Maintenant, vous allez me dire, ces vecteurs sont assez particuliers, donc on va en changer un peu. Voilà. Voilà, j'ai pris un autre vecteur, comme ceci. Et puis, là, ça se chevauche. Voilà. Et puis, donc, ça nous donne, ici, pour ces deux vecteurs-là, on a le produit vectoriel qui a bien l'air perpendiculaire. On vérifie où il l'est. Sa norme, c'est 2,68. GeoGebra dit nous, oui, c'est 2,68. Et cette formule dit c'est 2,68.
Alors peut-être ça peut être embêtant de se dire, tiens, peut-être que c'est parce que nos vecteurs sont perpendiculaires entre eux. Donc essayons de ne pas prendre des vecteurs perpendiculaires entre eux. Voilà, j'ai un angle ici de 137 degrés entre les deux vecteurs. Voilà. Et on a toujours, on a toujours nos formules qui sont satisfaites. Donc là, on n'a pas d'angle droit, c'est bien. Voilà, nous mettons-nous un petit peu à plat pour le moment. Là, quelque chose qu'on peut montrer, je vais les remettre à plat en fait. Voilà, ça marche encore. Hein. Vous pouvez juste poser et vérifier que les nombres sont justes, que tous les calculs sont corrects. Et maintenant, juste remarquons, je vais les remettre à plat, parce que ce sera plus facile à voir. Espérant un peu à plat, voilà. Et puis maintenant, je vais croiser donc le vecteur rouge et le vecteur vert, je vais changer l'orientation et on s'aperçoit que le produit vectoriel plonge, il change de sens. Quand on change l'orientation du parallélogramme, on change le sens du produit vectoriel. Donc ça fonctionne, je veux dire, c'est bien ce qu'on attendait. On obtient ici toujours avec le produit vectoriel un repère positif. Tester, vous pouvez absolument avec ce dessin aligner votre pouce sur le vecteur rouge, votre index sur le vecteur vert et votre majeur sur le vecteur noir, le produit vectoriel. Donc oui, c'est toujours positivement orienté. Voilà, ça c'est fait. Quittons un peu les exemples pour le moment. Quittons les exemples. Alors, je suis obligé de mentionner cette terminologie, c'est qu'en dimension 3, le produit scalaire entre le produit vectoriel d'une part et le troisième vecteur d'autre part, donc cette chose-là, porte un nom, ça s'appelle le produit mixte. En fait, c'est juste le déterminant. Donc c'est plutôt pour des raisons historiques que cette chose-là s'appelle le produit mixte, on devrait dire c'est le déterminant de ces trois vecteurs. Et oui, c'est le volume, et c'est comme ça qu'il a été introduit. Le produit mixte et le volume. Voilà, c'est à retenir. En résumé, regardons juste ce qu'on a fait pour comprendre un peu. Ça, je n'avais pas envie de vous laisser avec juste une terminologie un peu stupide. Donc reprenons ce qu'on a fait. On est parti du déterminant qui a besoin de n vecteurs en dimension n, et il nous donne un nombre réel. On dit, mais j'ai pas assez de vecteurs, j'en ai que n-1. Donc en fait, ça fixe n-1 vecteurs, mais il en reste un qui est libre, et donc on obtient ici une application qui va de Vn dans R, même une application, une forme linéaire. Il se trouve que les formes linéaires peuvent toutes être vues comme des produits scalaires. Ça, c'est une propriété assez étonnante des espaces euclidiens. Toute forme linéaire peut être vue comme un produit scalaire. C'est très facile à démontrer, c'est quasiment stupide, on a qu'à écrire les choses et ça sort. Donc on définit maintenant, on s'aperçoit donc que cette application-là, qui a une famille fait associe une forme linéaire, elle peut être vue comme un produit scalaire. Et le vecteur qui nous aide à en faire un produit scalaire, c'est le produit vectoriel. Donc le produit vectoriel, c'est donc un objet qui dépend de n-1 vecteurs et qui nous donne un vecteur avec lequel on fait le produit scalaire de façon à trouver le bon nombre réel. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait. Et on s'aperçoit, on peut se demander se poser la question, et si j'ai n-2 vecteurs? Si j'ai n-2 vecteurs, le problème c'est que ça ne marche plus. On ne peut pas avoir deux formes multilinéaires comme un produit scalaire. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est en rester ici, rester à ce niveau-là, et quand il nous manque k vecteurs, on obtient une application. La généralisation du produit vectoriel nous donnerait une application qui prend k vecteurs et qui donne un nombre réel. Voilà, c'est juste ça, petit résumé donc de ce qu'on a fait. Ça c'est la partie un peu abstraite. Ne retenez pas si vous n'avez pas envie. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut être capable de faire, c'est juste les calculs en dimension 3 pour le moment. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.